Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir Kiyoun lors du prochain épisode de Fortitude. Kiyoun est comédienne, humoriste, chanteuse, mais le début de sa vie ne l'avait pas destinée à cette vie d'artiste. Bien au contraire, on lui a tracé un parcours académique qu'elle a suivi de manière remarquable avant d'embrasser une carrière d'avocat. Elle exerçait dans un des plus beaux cabinets parisiens et notamment, en tant que secrétaire de la conférence, a eu l'occasion de défendre des criminels aux assises. Cette vie était sur le papier parfaite, extrêmement bien encadrée, bien rodée, et pourtant, les événements de sa vie l'ont conduit à tout remettre en question, à tout remettre en cause, pour finalement abandonner son métier d'avocat, abandonner le prestige de son statut et de sa carrière pour se lancer dans une vie d'artiste. Elle nous raconte sa vie d'avocate, elle nous raconte ses expériences face à ces criminels, elle nous raconte aussi les drames de sa vie qui l'ont poussée, finalement, à choisir une vie dont elle avait toujours rêvé. Et elle l'explique très bien, elle ne veut pas, au soir de sa mort, pouvoir regarder en arrière sa vie et se dire « Zut, je l'ai pas fait ça » ou « ça, je voulais le faire, j'ai pas pu le faire ». Voilà ce qui la motive aujourd'hui et nous avons parlé de tous ces sujets. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à l'écouter. Bonjour Kiyoun. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fortitude. J'adore les grands virages, les sauts dans le vide, etc. Et de ce côté-là, on peut dire que ton parcours est assez idéal, en tout cas pour les thèmes que moi je souhaite aborder dans le podcast. Donc, si ça te va, je vais te présenter en quelques mots, mais c'est surtout toi qui vas te présenter. Donc, aujourd'hui, tu es comédienne, chanteuse. Chanteuse. D'accord. J'écris de la fiction aussi. Ouais. D'accord. Et le truc, c'est que tu n'as pas toujours été comédienne, auteur, / musicienne, guitariste, etc. Tu as commencé une vie assez différente. Alors, je te propose qu'on remonte très très loin, enfin pas très très loin puisque tu es jeune, mais mais loin dans ta vie, puisque j'ai découvert en préparant l'épisode ce que j'ignorais. Tu es né à Berlin. Tes parents vivaient là-bas à l'époque. Ouais, mes parents étudiaient là-bas. Ils ont passé 4 ans à Berlin. Ma mère était au conservatoire à Berlin et donc ils se sont mariés là-bas et je suis née là-bas. Mais ils s'étaient rencontrés en Corée. Donc ils ont quitté la Corée, la Corée du Sud, je précise. Ils sont arrivés à Berlin en quelle année? Tu te souviens à peu près à quelle époque? Ma mère est partie en premier, donc elle est partie, je pense, en 60, je sais pas, 18, je pense. Et mon père l'a rejoint et là, ils se sont mariés et là, je suis née. D'accord. Donc, tu as vécu là-bas jusqu'à… Non, j'avais même pas 1 an, j'avais, je pense, 10 mois. Parce que ma mère, après, elle est venue à Paris au conservatoire. D'accord. Ah, ok. D'accord. Je pensais que tu étais resté plus longtemps. Ah, donc moi, j'ai vécu très peu en Allemagne, ouais. Tes 2 parents sont venus en France? Ouais. Et c'est ton père qui a suivi ta mère? C'est mon père qui a suivi ma mère, ouais, exactement. C'est très moderne. Non, c'est très moderne. Et ton père faisait quoi? Et mon père étudiait l'économie à la Freie Universität à Berlin. Et après, quand il est arrivé à Paris, il a lancé des business de tourisme pour les touristes coréens qui visitent l'Europe. D'accord. Mais alors, pardon, je m'arrête un peu là-dessus parce que effectivement, c'est pas courant, surtout à cette époque. Donc, ta mère embrassait une carrière dans l'opéra, c'est ça? Ouais. On plie bagage et on a suivi ta mère pour lui permettre de faire sa carrière. C'est effectivement très moderne. Il y a eu un petit temps d'hésitation parce que ma mère est partie en Allemagne sans mon père. Quand même, elle lui a dit, malheureusement, moi, c'est ma carrière avant tout. Et donc, elle est partie. Et puis, finalement, au bout de 2 ans, mon père l'a rejoint en Allemagne et c'est là qu'ils ils se sont mariés. D'accord. Donc, dès le début, elle a posé les bases. Tu suis ou tu restes sur la touche. C'est un peu raide. Ouais, c'est un peu raide. Mais bon. Donc, tu arrives en France à l'âge de 1 an à peu près. Tu as des frères et sœurs? Non. Fille unique. Ensuite, études de droit. Oui. À Assas. Et alors, c'est marrant parce que j'ai entendu dire que, en fait, quand tu étais enfant, tu voulais faire du violon, c'est ça? Je jouais du violon, j'en ai fait beaucoup et il s'est posé la question de savoir si j'étais suffisamment douée pour embrasser une carrière de violoniste professionnelle et en fait non. Ça a été quand même une grande déception.
Et bon, donc là, on s'est rabattu sur le choix numéro 2 de ma mère qui m'a dit, bon, tant pis, tu seras avocate. C'est très bien, avocate. C'est elle qui a décidé que tu serais avocate? Oui, enfin, elle m'a dit, tu es bonne à l'école, tu feras les meilleures études possibles. Et en Corée, avocat, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'était le fantasme de ma mère. Avocat, c'est très stylé. Les Coréens, ils adorent les D'accord. avocats. Donc, c'est pas une vocation strictement personnelle. Bah, en fait, je te dis ça après beaucoup d'années d'analyse, mais en fait, j'avais l'impression longtemps que c'était une volonté personnelle. Mais en fait, quand depuis l'âge de 5 ans, on te dit avocat, c'est incroyable. Si tu es très forte, tu deviendras avocat. En fait, tu vois, c'est très valorisé. Donc, je pense que c'est rentré un peu comme ça, quoi. Puis après, évidemment que des raisons d'être avocat, il y en a mille de toute façon. C'est quand même une profession qui est très sexy, quoi. Donc, tu fais tes études de droit, études assez brillantes. Ensuite, tu vas à Sciences Po. Là, c'est pareil, on t'a dit que c'est parce que c'était the place to be, c'était la chose à faire, ou c'était là, pour le coup, une vocation plus personnelle, où tu voulais Ah non, compléter ton Sciences Po, cursus? ouais, ça m'a. Oui, Sciences Po, ça m'a toujours plu. Non, mais puis à ce moment-là, j'étais très décidée à devenir avocate d'affaires. J'étais lancée là-dedans, quoi. Donc, j'étais très motivée par toutes ces belles études. Et ça a été d'ailleurs une période assez géniale de ma vie, quoi. Où j'étais à la fois très libre et où j'apprenais plein de choses. Enfin, c'était vraiment un moment très enchanté. J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens passionnants de plein d'horizons différents. Ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses. En faisant des études justement assez larges, parce que en étant en droit à Sciences Po, à ça, je pense que j'ai rencontré une certaine catégorie de gens. Mais après, à Sciences Po, ça m'a vraiment énormément ouvert. À l'ESSEC, ça m'a encore plus ouvert. Et puis les voyages que j'ai faits, je suis partie, j'ai fait un stage à New York, j'ai fait un échange universitaire aussi en Corée, parce que c'était un peu le moment pour moi de retourner là-bas, parce qu'en fait, j'y allais tous les vacances d'été, mais j'avais jamais vécu là-bas. Donc, j'ai fait un semestre et donc ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille, mais surtout de me faire une vie à Séoul, d'avoir mon appart, d'avoir des amis, de sortir, etc. C'est des choses que j'avais jamais faites. Donc, ça a été un grand moment. Donc, toi, tu as quand même été élevé dans une culture coréenne, on est d'accord. Ah, complètement, oui. À la Moi, chez maison, moi, vous on parliez parlait français coréen. ou vous... Ah D'accord, non, vous non. parliez coréen. Mon père ne parle pas français, hein. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et tous les étés, je passais au moins un mois en Corée avec toute ma famille. Toute ma famille est en Corée, en fait. Mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes cousins, ils sont tous là-bas, quoi. D'accord. Et pendant ce temps-là, ta mère donc a poursuivi sa carrière. Alors, est-ce que tous ces choix de vie, de quitter la Corée, de quitter l'Allemagne pour venir à Paris, c'est des choix qui se sont révélés des Oui, bons alors, choix tu sais, pour en elle par fait, rapport à sa carrière? c'est même pas des choix, en fait, c'est que ça s'est imposé à elle parce elle avait une voix et un talent exceptionnel en Corée. Elle est diplômée de l'université de Séoul où c'était la meilleure élève de sa génération, en fait, des 10 dernières années. Donc, ça s'est imposé à elle qu'elle devait, pour faire honneur à son don, d'avoir la possibilité d'avoir une vraie carrière dans l'opéra, c'est-à-dire pas de rester en Corée, mais d'aller en Europe ou éventuellement aux États-Unis. Ma mère préférait l'Europe, donc elle était en Allemagne et ensuite elle se posait la question d'aller à Paris ou en Italie. Et en fait, elle avait adoré Régine Crespin qu'elle avait vue en récital à Séoul, parce qu'à l'époque, toutes les grandes chanteuses mondiales venaient faire des récitals à Séoul. Et elle les avait toutes vues. Elle adorait Régine Crespin et elle a découvert Régine Crespin, donnait un cours maintenant, elle était prof au Conservatoire national supérieur. Et donc, elle a voulu étudier avec elle. Et donc, elle est venue passer le concours du conservatoire quand elle était enceinte de moi. Et elle a été acceptée, elle est rentrée et elle est sortie du conservatoire, premier prix à l'unanimité. Donc après, sa carrière a décollé très facilement parce qu'il y avait plein d'agents et d'impresarios dans la salle. Et voilà, et après, elle a chanté pendant plus de 15 ans partout en Europe. Donc elle a une carrière assez magnifique. Ouais. Il y avait une forme de pression pour toi par rapport à ce succès, à cette aura que devait forcément avoir ta mère, vu le parcours que tu décris? Oui, bah, en fait, de manière générale, les Coréens sont très fans de la réussite et du succès et des études et de la performance et sont des gens très compétitifs en plus le confucianisme là-bas qui est un peu la philosophie qui règne en Corée, c'est très axé autour alors de certaines valeurs, le respect des aînés, la famille, les traditions, etc. Mais aussi l'excellence universitaire, l'excellence académique. Donc, les gens les plus respectés en Corée, ce sont les gens qui ont fait le plus d'études. Donc, ce sont les gens qui ont fait des thèses, tu vois, des thésards, des D'accord. docteurs. C'est vraiment le titre le plus honorifique qui existe. Et moi, j'avais beaucoup de professeurs dans ma famille qui étaient des professeurs à l'université de Séoul. C'est vraiment les gens les plus respectés en Corée. Il y a cette tradition-là
du respect des études. Donc, et en plus, ma mère était une championne de ça, évidemment. Et puis, mon père, lui aussi, a fait des meilleures universités en Corée. Donc, dans ma famille, de toute façon, oui, il fallait que je sois très, très bonne à l'école. Et donc après, tu deviens avocate Oui. et tu exerces dans un des plus beaux cabinets d'affaires français, le cabinet Bredin-Pratt, qui, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas cet univers, a été fondé notamment par Robert Badinter et qui est un Et des Jean-Denis Bredin, ouais. et Jean-Denis Bredin, bien évidemment. Et donc là, tu fais du droit des affaires. Droit des affaires, contentieux, droit social et un peu de droit pénal. Et puis du pénal à OK. côté avec la conférence. Alors justement, la conférence, ça c'est un épisode qui m'intéresse beaucoup. Donc, pareil pour ceux qui nous écoutent, la conférence du stage, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, bien évidemment, puisque tu pourras en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est un concours qui est organisé chaque année, euh, qui est un concours d'éloquence, qui se déroule sur plusieurs mois. De mémoire, il y a 3 tours. Pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être un des concours d'éloquence les plus prestigieux en France, et ce depuis longtemps. Tu présentes la conférence, c'est en 2009, Ouais. et le thème que tu as choisi à l'époque, les hommes d'aujourd'hui sont-ils les femmes de demain? Pour le Ouais. premier tour, c'est ça? C'était ça? Ouais. C'était le thème du Ouais. premier tour? Exactement, ouais. Ah bah c'était un grand moment, hein. Franchement à la con c'est un grand moment de ma vie. J'ai vu ce sujet, ça m'a plu déjà, je trouvais ça drôle et puis en plus ça m'a parlé parce que il se trouve que moi depuis que je suis toute, en fait ma mère m'a toujours répété pendant 25 ans qu'elle aurait aimé avoir un fils, qui est souvent le cas dans les sociétés un peu traditionnalistes, tu vois. Et en tout cas en Corée. Et donc, ça m'a parlé, ce thème, quoi. Et donc, j'ai abordé le sujet sous un angle très personnel au début, en tout cas, en disant que moi, c'était ce qui m'était arrivé, quoi. Que j'étais une fille, qu'on voulait que je sois un garçon, mais que, voilà. Et puis finalement, je crois que j'ai répondu par l'affirmative, bon, pour expliquer qu'en fait, aujourd'hui, le genre n'était pas quelque chose de très intéressant, quoi. Enfin, que être un homme ne tenait pas à des apparats ou à des spécificités qui sont, enfin, genrées, mais qui sont juste d'être soi-même, quoi. Et donc, une fois que tu as remporté la conférence, Mm. et du coup, on est secrétaire de la conférence pendant 1 an. Pendant un an. Et l'année où tu as été secrétaire, donc tu as plaidé aux assises. Ouais, Et ouais, ouais. alors, tu peux nous raconter un peu cette expérience parce que dans l'esprit de tous, la plaidoirie aux assises, alors, je pense qu'il y a beaucoup peut-être d'idées préconçues sur la manière dont ça se déroule, etc. Mais c'est vraiment l'idée du procès avec le prévenu, éventuellement les familles des victimes, etc. Enfin, un cadre très solennel, très Ouais. pesant. Enfin, c'est en tout cas l'idée qu'on peut s'en faire de l'extérieur. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux en parler? Ah ouais, bah c'est extrêmement intimidant et effectivement, c'est très solennel, ouais. C'est assez fou comme expérience. Et là, faut y aller, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer et c'est pas. Et en fait, de toute façon, moi, c'est ce que j'expliquais toujours, c'est que quand on est en défense, bon, évidemment, on défend quelqu'un qui a commis des choses épouvantables. Donc, a priori, tout le monde est contre nous, en fait. Et presque, limite, il y a des gens parfois qui ne comprennent pas comment un avocat peut défendre quelqu'un qui est accusé d'un crime aussi atroce. En l'occurrence, moi, c'était un type horrible qui donc était accusé et qui avait commis de viol épouvantable, une jeune et une vieille. Épouvantable. Enfin, c'était atroce, hein, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert le dossier au début, j'ai lu les descriptions, les dépositions des victimes, c'était genre à gerber entre chaque feuille. Quoi. Enfin, tu vois, c'était genre ignoble. Et après, on te dit, voilà, maître, votre client. Et donc, c'est le gars qui est accusé d'avoir fait ça. Et en plus, toi, tu es une femme, donc évidemment, quand tu lis les trucs des victimes, tu es là, genre, c'est complètement glaçant, quoi. Et à partir de là, tu reconstruis ton rôle, en fait. C'est-à-dire que tu es là pour le défendre, t'es pas là, tu n'es pas le juge, tu n'es pas procureur, tu n'es pas là pour dire, évidemment, que tu trouves que c'est épouvantable ce qui s'est passé, évidemment que tu es contre le viol. Il y a des gens, quand même, qui croient que quand on défend un violeur, c'est parce qu'on est pour le viol. Alors, non, pas du tout. On est là parce qu'on croit en la justice, parce qu'on croit à l'équité du procès, et voilà, droit de la défense. Et a le droit d'être défendu, en fait. Donc toi, tu n'es qu'une parcelle de cette mécanique énorme qui est la justice et qui, de toute façon, est faite pour écraser les gens qui sont accusés. C'est assez beau, je crois que c'est justement Jean-Denis Bredin qui parle de... Non, c'est Badinter, voilà, tu vois, Badinter qui dit en fait que c'est comme un petit lapin que tu défends et en fait tu es le dernier rempart parce que tous les autres en fait veulent absolument l'abattre et donc finalement ça vient assez naturellement.
C'est-à-dire que ce type, il a beau avoir accompli tout ce qu'on lui reproche, malgré tout, c'est toi, t'es ton client, t'es la seule personne à aller le voir en prison. Et évidemment que ce qu'il a fait est épouvantable, mais en fait, c'est un être humain qui a toute une vie, et en fait, toute sa vie n'est pas juste résumée à un acte épouvantable, en fait. Et t'essayes juste de ramener ça, hein. Évidemment que ce qui lui est reproché est condamnable et va être condamné, surtout quand il reconnaît les faits, hein. Mais j'entends bien que Oui, est en train c'est de la parler de question que j'allais quelqu'un qui poser. dit qu'il est innocent. Non, non, on n'est pas sur un acquittement là, on est sur quelqu'un qui reconnaît ce qu'il a fait, et puis voilà. Donc là, évidemment qu'il va être condamné. En revanche, tu peux essayer de ramener quand même toute sa part d'humanité. Et est-ce que j'imagine que tu as croisé les victimes dans la salle Mmh, d'audience? bien sûr. Tu les as regardées? Tu Bien as sûr, essayé je de les pas les regarde. regarder? Bien sûr, je les regarde évidemment. Et Ça, elles c'est juste te... humain en fait. J'ai des victimes en face de moi. Je suis un être humain. Ce sont des êtres humains qui ont vécu des choses épouvantables. Je suis évidemment complètement en empathie avec elles. Mais en l'occurrence, là, dans le cadre d'un procès, je veux dire, c'est pas pour ça que je suis là. Tu vois, donc Hmm. après, je fais mon travail. La justice est bien rendue quand tout le monde fait son travail. Et tu n'avais pas de doute? De doute? Non, non, il avait reconnu les faits. Non, toi, tu n'avais pas de doute dans l'exercice de ce qui t'était demandé, c'est-à-dire d'assurer sa défense, etc. Tu étais à fond dedans. Je te pose la question pourquoi? Parce que, sauf erreur, c'était une première. Euh, Tu étais jeune avocate. Hum, Euh, enfin, pour moi qui suis avocat et qui, même si j'exerce pas du tout dans ce domaine-là, c'est un Everest. Plaider aux assises, hum, ce poids de responsabilité, etc. C'est vraiment un Everest. Et si j'essaye de me projeter, et notamment par rapport à ce que tu disais sur le fait de défendre quelqu'un dont on sait qu'il est coupable des faits qui lui sont reprochés, il les a reconnus, c'est un geste ignoble, etc. T'es une femme, c'est un viol. On est tous logés à la même enseigne face à des épreuves comme ça. On peut douter, on peut être déstabilisé, on peut être un petit peu mis en déséquilibre. Toi, tu as ressenti les choses comment? Tu étais totalement droit dans tes bottes, ou est-ce que voilà, tu sentais par moments un petit peu ce déséquilibre, tu te reprenais, comment tu le vivais vraiment de l'intérieur? non, en fait ça vient assez naturellement, hein. Très franchement, je pense qu'on a une espèce de bille, on est coupé en deux quoi. C'est-à-dire qu'il y a une partie évidemment qu'on est en empathie avec les victimes, mais en fait on n'est pas là pour ça. Nous on est là pour défendre notre client. Donc moi je suis aussi en empathie avec mon client, c'est-à-dire que je connais sa vie, je le connais, je le rencontre, je vais le voir en prison toutes les semaines, et je lis un lien humain en fait. C'est une personne en fait en face de moi qui parfois me fait rire, parfois me fait des cadeaux, parfois me fait chier, parfois avec qui je m'engueule, parfois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une personne qui a un moment dans sa vie commis une très grosse erreur, certes, mais je veux dire comme on en commet tous. Alors certes, on ne tue pas tous des gens, mais en fait, on ne résume pas une personne à un événement dans sa vie. C'est une personne entière avec toute sa vie, sa famille, ses amis, enfin dans toute sa complexité, quoi, et pas juste dans un acte. Est-ce que du coup, pour toi, c'est une façon de répondre justement quand les gens s'interrogent ou comprennent pas la justice? On entend beaucoup aujourd'hui, notamment le fait que la justice serait laxiste, que les condamnations seraient trop légères, euh, ce qui veut dire en d'autres termes que les peines de prison seraient pas assez longues, etc. Finalement, ce que j'entends de ce que tu dis, et j'aimerais savoir si c'est vraiment ton point de vue, c'est que quand il y a un acte qui est commis, en fait, la justice permet de repositionner l'acte dans la globalité d'une vie. Et que c'est la première fois que j'entends ce que tu dis là, et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire, OK, il a commis un acte absolument gravissime, mais on peut pas résumer sa vie à ça, et on peut pas réduire sa vie à ça, ce qui finalement est pour moi un peu une conséquence aussi de l'abolition. Enfin, c'est dans le même esprit que l'abolition de la peine de mort, Ouais, puisque ça, c'était bien sûr. l'exemple extrême de la sanction définitive et absolue pour un acte ou plusieurs actes, mais qui ne résument pas la vie de l'individu. La justice et le rôle de l'avocat plus particulièrement, c'est pas de prendre la, l'acte comme le seul élément de la vie de l'individu et qu'on se doit dans un système avec une justice qui tient la route, démocratique, équilibrée, qui n'est pas totalitaire, voilà, de ramener ça à la proportion de l'acte. Est-ce que c'est comme ça que toi tu expliquerais à des gens qui s'étonnent parfois des condamnations qui sont prononcées? Est-ce que c'est comme ça que tu expliquerais ces condamnations?
En fait, oui, mais c'est quelque chose de plus large. C'est-à-dire dans le cadre d'un procès, dans une très belle salle où justement les choses sont extrêmement solennelles, où en fait on va t'amener dans un box avec des menottes, où tu vas être mal habillé, t'es mal rasé parce que tu sors de je sais pas combien, de 12 mois, de 24 mois de détention provisoire, etc. Et où tout le monde est à charge contre toi, le juge, les jurés. On te présente comme l'accusé, celui qui a reconnu les faits, qui a commis des choses épouvantables. En fait, en fait, ce qu'on voit, c'est un criminel, c'est un monstre, en fait, qu'on voit. Et on a l'impression qu'il est différent de nous. Moi, ce que j'essaie de rappeler aux gens, c'est que vous allez juger quelqu'un qui vous est semblable. Alors, vous avez l'impression que vous, parce que vous n'avez tué personne, vous avez violé personne. C'est pas grave. En fait, on commet tous des erreurs à un moment. Et qu'en fait, si on avait grandi dans un contexte avec. Tu vois, les gens, c'est pas du jour au lendemain, des gens très heureux, très épanouis, qui ont une famille formidable, un super travail, une super maison, tout à coup tuent des gens. En fait, ça n'arrive pas. Donc, il faut quand même comprendre ce qui se passe au niveau social, familial, de comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas autant de chance que nous et que, évidemment, on n'excuse rien, mais on essaie quand même de comprendre, ne serait-ce que pour se rassurer sur l'humanité, de comment est-ce qu'on en arrive à commettre des atrocités. Parce que sinon, on dit quoi? On dit, il y a nous, les humains, et puis tous ceux qui sont accusés, c'est des monstres. C'est trop facile, en fait. C'est pas comme ça. La nature humaine est beaucoup plus complexe que ça. Et ça, il faut l'entendre. Il faut être prêt à l'entendre. Donc, c'est ça qu'on essaye d'expliquer. On ne dit pas il a raison de l'avoir fait. On ne dit pas il est excusé de l'avoir fait. On vous explique comment un être humain semblable à toi et moi, il l'a fait. Et comment peut-être toi et moi, si on avait été placés dans la même situation, on en serait peut-être arrivé là. Ou pas. Mais tu vois, il faut juger à l'aune de toutes ces informations, en tout cas. Et c'est ça qu'on fait quand on est en défense. On pourrait Mais même tu vois, aller je suis peut-être, tout le monde ne pense pas comme moi. Moi, je me souviens très bien. J'avais le sentiment à chaque fois que j'allais voir mes clients dans leur dossier, je me disais, je regardais leur vie. Je regardais, alors il y a plein de choses, il y a des études psychiatriques, etc. Donc, pareil. Parfois, ces gens sont traumatisés de plein de choses. Parfois, ils ont quelques petites altérations de discernement. Et donc, je me disais, mais peut-être que moi, si je m'étais retrouvée dans la même situation, si ma mère avait essayé de m'étrangler à la naissance, j'en sais rien, moi j'en avais un, il était comme ça, il n'en avait jamais parlé. L'expert psy revient. Alors, évidemment, il avait commis des choses épouvantables, mais enfin, sa mère avait essayé de l'étrangler à la naissance quand même. Enfin, je sais pas, moi, j'en sais rien. Moi, ma mère, en l'occurrence, m'a donné tout l'amour du monde. Donc, enfin, je dis, tu fais quoi quand ta mère. Je ne sais pas. Mais C'est bon, très moi, intéressant ce que j'en tu parlais dis. avec une consoeur à l'époque. Elle m'avait dit, non, 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 moi, quand je vois mes clients, jamais je me dis que je pourrais être à leur place. Alors que moi, chacun de mes clients, je me dis, putain, si j'avais vécu la même vie, bah, ce serait peut-être moi. C'est un sujet qui me passionne un peu parce qu'en psychologie, effectivement, c'est ce réflexe que nous sommes nombreux à avoir. Quand tu regardes un film, il y a un gentil et un méchant, tu vas t'identifier au gentil ou tu vas t'identifier au héros. Tu vas certainement pas t'identifier au serial killer. Alors que la réalité, ouais, c'est ça. Oui, et en fait, on peut même aller plus loin. Et quand on examine un peu l'histoire, même l'histoire récente, sans forcément aller très loin. Il y a des exemples pendant la guerre du Vietnam, il y a des exemples bien évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un livre d'ailleurs assez magnifique dont je recherche le nom de l'auteur qui m'a échappé, mais je le retrouverai, je le mettrai dans la bio éventuellement, qui s'appelle Des hommes ordinaires et qui raconte comment des policiers autrichiens qui étaient des hommes tout à fait normaux, père de famille, ouais. Exactement, des pères de famille avec voilà leur métier, leurs activités, etc. ont par un enchaînement d'événements et des mécaniques comme par exemple la solidarité entre camarades policiers, la hiérarchie, tout un ensemble de choses sans qu'on puisse vraiment identifier quel est l'élément qu'ils avaient fait basculer, ont été conduits progressivement à commettre des atrocités puisqu'ils ont éradiqué des villages entiers de juifs en tuant des femmes enceintes, des nouveau-nés, etc. Des actes absolument atroces. Et cet auteur donc raconte historiquement le cheminement de ces individus qui étaient totalement normaux et qui ont été amenés à commettre des actes abominables. Et il y a eu aussi, bien évidemment, ce massacre pendant la guerre du Vietnam où tout un village. Voilà, le village a été massacré par des soldats qui, voilà, c'était pas tous des psychopathes. Pas du tout. Pas du tout. C'était le boulanger et l'instituteur du village, bien sûr. On a comme ce refus, d'obstacle. Pour se rassurer, ouais. Oui, d'admettre notre capacité potentielle à faire du mal. On s'est pas mal éloigné de, mais effectivement c'est intéressant et puis surtout je pense que c'est une étape assez
ça a été assez important dans la manière dont ça t'a façonné, non? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué en tant qu'être humain, la personne que tu es aujourd'hui, la manière dont tu vois les choses, justement? Ah oui, bien sûr. Bah, ça a été. Bah, évidemment, j'ai rencontré des gens que je n'aurais sans doute jamais rencontrés sinon, tu vois. Et j'ai été amenée à toucher du doigt, oui, des choses que je lisais que dans les journaux et dans les romans. Enfin, et en fait, bah, j'ai défendu des gens qui faisaient ça, qui tuaient d'autres gens. Enfin, et c'est donc humainement, tu vois, c'est une chose de lire Dostoïevski, Crime et Châtiment quand tu as 14 ans. On a une autre dans un petit box de 2 mètres carrés en verre où tu te retrouves avec un type qui vient de passer 2 jours en garde à vue, qui ne s'est pas lavé et à qui tu vas expliquer, alors monsieur, voilà ce que vous avez fait, ce qui vous est reproché. Oui, c'est tout un truc. Ouais. Donc maintenant, c'est très, 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 très fort. C'est une expérience assez incroyable. Bah, d'ailleurs, on s'en remet jamais vraiment, hein. Les secrétaires de la conf, ils continuent à en parler. Moi, mon mec se fout tout le temps de ma gueule parce que même 10 ans après, je continue à encore en parler en disant, ouais, quand j'étais à la conf, il y avait ce dossier. Enfin, ouais, ça nous a tous marqués, oui, bien sûr. Et puis, il y a un truc qui naît aussi des gens avec qui on a partagé ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a un esprit de corps très fort entre les secrétaires, etc. Alors, les gens pensent que c'est parce qu'on est snob, mais non, rien du tout. En fait, c'est parce qu'on vit des moments tellement forts, quoi. Enfin, je veux dire, tellement violents, tellement. Enfin, je veux dire, oui, quand le samedi soir à minuit, on t'appelle pour défendre un mec qui est fou, et que tu es là tout le temps à défendre des gens qui font des trucs hallucinants. Enfin, c'est tout un truc, ouais. Tu disais tout à l'heure, en parlant de tes clients, Mm. que parfois tu t'engueulais avec eux, parfois bon, bien évidemment tu discutais, ils te racontaient leur vie, leur histoire, parfois tu riais avec eux. Donc les monstres qu'on qualifie comme tels, tu as eu des rapports humains presque tout à fait normaux avec eux, ou Bah oui, certains bien d'entre sûr. eux. Bah oui, en fait. Mais de la même manière que moi, mes amis, quand ils font des erreurs ou quand ils font des conneries, en fait, je les juge pas et j'arrête pas de leur parler parce que j'apprends que quelqu'un dans mon entourage a trompé sa femme ou que j'apprends que quelqu'un a grillé un feu rouge, qu'il a eu un accident, qu'il aurait pu tuer des enfants. Enfin, je veux dire, je suis qui? Je suis pas là pour juger les autres, en fait. Donc, de la même manière, je juge pas quelqu'un qui est accusé, a fortiori s'il dit qu'il est innocent, mais c'est assez rarement le cas. Enfin, en tout cas, c'est pas ma nature. Il y a des gens qui sont là certainement pour juger les autres. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, c'est pas ma nature. Est-ce que tu as été confronté à un client qui t'a dit qu'il était innocent, mais dont toi, tu étais convaincu qu'il ne l'était pas? Oui, bien sûr, plein. Plein. Oui. Non, parce qu'au Et début, ça rend en pas fait, les choses plus difficiles? non, non, bah en fait, il faut expliquer ça au client. C'est-à-dire que le client, il croit en général qu'à partir du moment où ça n'a pas été filmé, il n'y a pas de preuve contre lui et que donc il est innocent. Mais il faut l'expliquer que c'est pas comme ça un dossier au pénal, en fait, que s'il y a des témoignages qui sont convaincants, qu'il y a d'autres éléments matériels qui prouvent que ça va pas, s'il y a des choses qui sont incohérentes dans le discours, etc. En fait, tout un faisceau d'indices qui fait qu'on peut tout à fait prononcer sa culpabilité, même s'il n'y a pas de preuves caméra, vidéo, tu vois. Et donc, en général, dans ces cas-là, à son avocat non plus, il dit pas au début, tu vois, c'est pas un truc où genre il va dire à tout le monde, je l'ai pas tué, mais juste à son avocat, il va dire, en fait, si, maître, je l'ai tué. Non, il fait pas ça, en fait. Le mec, il essaie de mentir à tout le monde. Et donc, toi, normalement, tu lui dis, écoutez, monsieur, en fait, là, c'est assez obvious, en fait, que vous l'avez tué ou que vous l'avez, je sais pas quoi. Et donc, ça sert à rien de mentir parce qu'en fait, c'est grotesque. Enfin, là, tous les éléments du dossier prouvent que vous êtes coupable. Donc, si vous continuez à dire que vous êtes innocent, ça va pas marcher, ça va énerver le jury et donc vous allez prendre encore plus. Donc, à ce stade-là, il vaut mieux reconnaître et dire que vous regrettez. Tu vois, c'est ça aussi, quoi, qu'on fait. Et parfois, ça marche pas d'ailleurs, hein, c'est terrible. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin d'un procès d'assises après 2 heures de plaidoirie, la dernière parole à l'accusé, il se lève, le mec, il te dit, bon ben voilà, je suis innocent, mais je suis désolé. Ah ben non, tu n'es pas désolé, monsieur, si tu es innocent. Et là, enfin, tu vois, et là, c'est à 5 jours de 6 qui tombent à l'eau, quoi, tu vois. Donc, bien briefer sa dernière parole à l'accusé avant l'audience, Ouais, avant le il procès. faut bien lui faire répéter. Je suis Ouais, innocent, mais je suis désolé. Elle ouais, est assez bonne, celle-là. Conférence du stage, secrétaire de la conférence. Donc là, on est en 2009-2010. Donc, tu continues à travailler chez Brun Pratt. ouais. Euh, et En fait, puis, quelques années. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, les choses se sont faites assez progressivement. C'est-à-dire quand en fait, l'envie véritable de monter sur scène,
je pense que je suis née avec, dès l'instant où j'ai vu ma mère sur scène, où j'ai vu tous ces artistes depuis que j'étais toute petite. Mais le talent, je ne l'avais pas manifestement avec le violon. J'étais pas assez douée pour le faire. Donc bon, bah après, j'ai cru qu'il y avait qu'une seule chose qui était praticable. Voilà, j'avais pas d'autre talent qui me permettait d'être artiste en fait. Donc voilà. Et quand j'ai passé le concours de la conférence, au premier tour, tout simplement, le premier tour dont on parlait là, j'ai fait pas mal de blagues en fait. Et les gens ont rigolé. Et ça a été le moment le plus excitant et extatique de ma vie, en fait, où j'ai l'impression d'être dans un film, que tout était au ralenti et j'étais dans un bonheur de. Enfin bon, c'est assez imaginable. Hein. Quand tu fais une blague à un pote et qu'il rigole, déjà, t'es content. Mais là, t'as 200 personnes qui rigolent. Là, c'est genre, c'est la Qui sont pas tes potes? Qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas ma famille. Enfin bon, c'était la folie, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais en fait, Florence Foresti, la vie incroyable qu'elle a, elle doit être tellement heureuse, elle doit tellement kiffer. Et je me suis dit, mais si je peux faire rire des gens 10 minutes, je peux faire rire des gens pendant 1 heure, quoi. Et donc, ça s'est fait comme C'est ça. né pendant la conférence. C'est né, ah oui, c'est né au premier tour de la conf, quand j'ai vu pour la première fois que j'ai fait des blagues et que les gens ont rigolé. C'est venu de là, en fait, et que j'ai découvert que j'avais ce petit talent-là. Et en fait, après l'année de la conf, je passais la conf, donc j'ai passé la conf. Après l'année, j'ai gagné, donc j'étais secrétaire pendant 1 an. Après la conf, donc là, mon cabinet avait été quand même extrêmement tolérant parce que quand tu es secrétaire de la conf, tu as quand même beaucoup de boulot par ailleurs et que donc tu travailles pas trop pour ton cabinet. Donc je pense l'année d'après, j'ai rendu mon dû à mon cabinet. Donc j'ai beaucoup travaillé pour mon cabinet. Et puis, à partir de là, je me suis dit, bon, on approche. Là, maintenant, tu sais que tu as envie de quitter pour faire ton spectacle. Mais quand est-ce que tu vas le faire? Et là, j'ai commencé à me trouver un peu des vieilles excuses. Genre, ouais, mais attends quand même 1 an, attends la fin de l'année, attends ton bonus, attends ton machin, attends. Tu vois? Et jusqu'au moment où, en fait, tu te retrouves face à la glace et tu dis, non, arrête de te trouver des excuses de merde, là. En fait, si tu y vas pas, c'est juste parce que tu as peur. Donc, en fait, il n'y aura jamais un bon moment pour te lancer. En l'occurrence, je n'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, etc. Le bon moment, c'est plutôt maintenant, quoi. Donc, alors ça, souvent quand on procrastine, en tout cas moi, c'est ma méthode. Quand on procrastine, pour pouvoir se sortir du pétrin, vu qu'il n'y a jamais un moment où tu vas devoir te lancer et tu te lances, et ben moi, je me suis mis un calendrier à l'envers. Je me suis dit, à la fin de l'année, tu quittes et tu y vas, quoi. Et donc voilà, donc pendant 1 an, j'ai préparé, j'ai fait des économies, des machins, j'ai commencé à écrire des textes, je suis allée voir plein de spectacles, etc. J'ai commencé à en parler à mes amis. En septembre, je me suis inscrite au Festival de Montreux, j'étais encore chez Bredin-Pratt. J'ai envoyé ma vidéo, j'ai été sélectionnée, et puis en novembre, j'ai gagné, et je suis allée jouer à Montreux, je pense, le 4 décembre. Le 10 décembre, j'avais mon pot de départ de chez Bredin, et le 12 décembre, j'ai annoncé à mes parents que j'allais arrêter d'être avocate. Et là, bon, voilà, ça s'est très mal passé, évidemment. Et puis voilà, quoi. Et le 1er janvier, je me suis levée et j'étais toute seule dans le vide. J'étais plus chez Bredin, j'avais plus de bureau où aller. Et j'étais là, genre, maintenant, tu vas faire ton spectacle. Franchement, c'était assez vertigineux. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein. Tu sautes dans le vide. Quand tu es dans le vide, tu as une sensation de vide. Hein. Toi, comment ça s'est matérialisé, ce saut dans le vide? C'est-à-dire qu'un jour, tu t'es dit, telle date, j'arrête le métier d'avocat pour être comédienne ou pour être artiste. Si je suis prête, tant mieux. Si je suis pas prête, tant pis. Mais au moins, comme ça, j'y vais, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait comme ça effectivement, parce qu'en fait si on attend d'être prêt, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt en fait. Voilà, donc là je me suis dit bon, il faut avoir une date butoir arbitraire qui sort de nulle part. 1er janvier, j'arrêterai d'être avocate. Et surtout à ce moment-là, j'ai commencé à développer l'écriture de mon spectacle. J'avais pour l'instant genre même pas 5 minutes de sketch avec lequel certes j'avais gagné le concours du Festival de Montreux, donc ça m'avait donné quand même confiance. Mais à ce moment-là, je suis allée me renseigner pour les théâtres et j'avais une date pour la première de mon spectacle qui était le 2 octobre. Et à partir de là, j'ai écrit mon spectacle. Oui, et donc tu avais la date coup près. Ouais, j'avais la date coup près. Et je crois qu'en fait, c'est la meilleure façon en fait, pour avancer. Parce que si la création, sinon, on n'y arrive pas. Parce que si on veut tout le temps que ce soit parfait, on n'avance pas, quoi, en fait. Pour délivrer à la fin, je crois que le meilleur moyen, en tout cas que moi je m'applique à moi-même, c'est de lutter contre la procrastination, c'est d'avoir des dates. Et d'ailleurs, c'est en général, c'est comme ça que ça s'accélère, hein, tu vois. C'est-à-dire que je pense que les 6 premiers mois, j'ai écrit 30 minutes de spectacle, et sur le dernier mois, j'ai écrit 30 minutes de spectacle. Je suis absolument convaincu de ce que tu viens de dire. Je fonctionne pareil, mais j'irai peut-être même encore un peu plus loin, et je pense qu'on dit la même chose parce que toi, par exemple, tu avais déjà ta date de spectacle, donc c'était pas qu'une date. Tu avais un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de cette salle.
Et moi, je suis très convaincu, même si c'est bien évidemment flippant et engageant, etc., que pour avancer, pour arriver à faire des choses, parfois, et surtout arriver à faire des choses qui nous font peur, il faut s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Il faut d'une Bien manière sûr. ou d'une autre, voilà, de telle sorte que ça soit très compliqué, très, très, très compliqué de faire machine arrière. Je crois que ça a un nom hein, en psycho. C'est pas la patate chaude, mais c'est un truc dans le genre. Tu sais, c'est quand en disant à l'autre que tu vas faire quelque chose, tu t'engages vis-à-vis de lui. Je sais pas comment dire. Ça a un nom. Ouais. Alors ça, c'est un truc des Américains. J'avais un ami qui vivait dans la Silicon Valley qui m'avait raconté cette histoire. Ils ont plein de pensées comme ça qui sont hyper efficaces et hyper utiles en fait hein, sur comment avancer dans ta vie. Et notamment, il y en a une, c'est When it's pretty, it's too late. Quand c'est joli, c'est trop tard. Ils prennent l'exemple notamment d'un gars qui voulait lancer un nouveau site internet et donc il l'a gardé secret pendant 6 mois pour vachement avancer et développer le site, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, quand il l'a lancé, les utilisateurs se sont rendus compte qu'il y avait un problème sur la page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est-à-dire ce qu'il avait fait le premier jour en fait du développement de son site. Et en fait, s'il l'avait sorti tout de suite, ça, il l'aurait tout de suite réglé en fait. Donc moi, ça, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire à faire au fur et à mesure, c'est-à-dire déjà, ça t'enlève la pression parce que ça t'a pas à être parfait puisque tu l'améliores au fur et à mesure. Et en plus, ça t'évite de perdre du temps sur un problème que tu aurais pu régler il y a 6 mois, quoi. C'était un rêve d'enfant pour toi. Oui, alors de monter sur scène ou d'être artiste d'une manière générale ou c'était plus précis et tu voulais monter sur scène? Non, c'était vraiment d'être artiste. C'est tout, en Oui, fait. au C'est de sens large. créer. Oui, au sens large. D'être dans la création et dans la performance. Et donc, la conférence, on a compris que c'était un déclic, c'est-à-dire que ça a été l'occasion qui t'a été donnée de t'apercevoir que tu pouvais faire rire les autres. Et donc, pendant toutes ces années, pardon, je fais un flashback, mais pendant toutes ces années, tu as toujours eu en tête que tu voulais être artiste. C'est quelque chose qui Non, t'a c'est jamais pas. quitté. Non, c'est pas ça. C'est Comment qu'en ça a fait, évolué? c'est pas que je voulais être artiste ou je me disais pas que c'était possible. Je me disais que ça me faisait rêver. Je me disais pas que c'était possible, donc je cherchais pas à atteindre ce but. Hmm. Parce que je me disais qu'en fait, j'avais pas le talent, donc tant pis, c'était pas pour moi. Mais je fantasmais sur cette vie en me disant, oh là là, ils ont de la chance, ils font le meilleur métier possible hein, d'être artiste. Bon, malheureusement, moi, je n'ai pas le talent pour, donc je fais autre chose. Mais je trouvais que c'était vraiment le plus beau métier du monde, c'était voilà, d'être dans la création comme ça, et d'être dans la beauté ou être dans la vérité de quelque chose. La conférence, c'est ce qui t'a permis de réaliser que tu étais capable, mais ce qui t'a décidé à le faire, voilà, t'as vécu un événement assez tragique dans ta vie. Tu as perdu ta meilleure amie qui s'est suicidée. Ça a été quelque chose qui t'a beaucoup affecté. Est-ce que tu dirais que c'est un élément qui a contribué à t'amener à te dire, en fait, il faut que j'y aille. Voilà, il faut que j'y aille. Ouais. Alors justement, enfin, je peux te dire clairement que oui aujourd'hui, mais sur le coup, je m'en étais pas forcément rendu compte. C'est-à-dire qu'en fait, donc mon amie Marie, elle est morte, je pense, en 2008. Donc c'était un an avant que je passe le concours de la conférence. Et donc j'avais pas fait de lien au moment où j'ai changé de métier. Mais peut-être 3 ans après le début de mon spectacle, j'étais invitée sur un plateau télé sur France 2, je me souviens, avec Alexandra Sublet là, dans la Tour Eiffel. Et on était 3 sur le plateau de gens qui avaient changé de vie avec Lisa Razou. C'était assez marrant. Et je ne sais plus qui avait aussi changé de voix. Et il y avait une psy sur le plateau télé qui, après nos témoignages respectifs, a expliqué qu'en fait, ce genre de changement de vie intervenait en général après un élément très perturbateur sur, en général, un décès ou autre, une maladie ou quelque chose, en tout cas, qui te fait un peu, qui te ramène à la conscience, en fait, que la vie est courte. Et j'avais pas fait le lien. Mais c'est vrai qu'après coup, si j'analyse les choses, évidemment qu'en fait, ce décès, en plus très brutal, a changé beaucoup de choses dans ma vision, dans ma vision du monde. Hein, parce qu'en fait, on avait fait nos études ensemble. On avait commencé à travailler ensemble. Moi, cabinet d'avocat, elle, banque d'affaires. On était allés s'acheter des tailleurs ensemble. Enfin, tu vois, on était un peu genre les working girls, on était trop contentes et tout. Et puis,
Et elle a eu ce geste un peu terrible de se suicider très rapidement après, en fait. Et donc, tout ça, tout ce qui était censé être très excitant à cette époque-là, travailler dans un beau cabinet, de gagner beaucoup d'argent, d'avoir une carrière de working girl, machin, etc., tout ça n'avait plus aucune valeur, en fait, à mes yeux. Enfin, à mes yeux, en tout cas, à ses yeux, bah, de toute évidence, non, puisqu'elle était morte malgré ça. Et donc, ça a fait un peu tomber toutes les paillettes. Donc, ça a cassé le mur qui aurait pu m'enfermer de tout ce vernis social, d'être très fière dans les dîners en ville, de dire oui, je suis avocate d'affaires, etc. Tout ça est tombé, en fait, tout d'un coup. Et puis, et la culture dont tu parlais aussi, la culture familiale, la culture coréenne autour Ouais, de la réussite académique et professionnelle, puisque tu expliquais que tu as grandi là-dedans. Donc, c'est tout bien ça sûr. que ça. Tout ça, c'est brisé d'un coup. Tout est tombé. Tout le décor comme ça, avec les lustres et les paillettes et la grosse moquette, tout ça s'est effondré en fait, d'un coup d'un seul. Tout ça n'a plus aucun sens en fait pour moi. Donc je le faisais, mais ça n'avait plus le charme et en tout cas l'attrait que ça pouvait avoir. Donc voilà, bah, une fois que ça n'a plus d'attrait, c'est un peu moins difficile de le quitter. Même si j'ai eu énormément de satisfaction à être avocate et qui plus est, être entourée avec des gens remarquables, avoir des dossiers super. J'ai eu énormément de chance dans les quelques années que j'ai passées dans la profession d'avocat. Donc, ça a été une expérience vraiment qui m'a rendue très heureuse, qui m'a appris plein de choses et que je regrette absolument pas et que je referais si c'était à refaire. Par contre, c'était pas la seule chose que je voulais faire au monde. Donc, je suis passée ensuite à ma deuxième passion qui était de faire rigoler les gens et en tout cas de passer à une vie d'artiste. Ce que tu disais là à l'instant, c'est que sur le moment, tu n'as pas eu conscience. Enfin, en tout cas, tu t'es pas réveillé un matin à la suite de ces événements en te disant j'arrête tout, ça y est, je deviens comédienne. C'est quelque chose qui a grandi en toi, qui a mûri. Et puis, il y a eu peut-être le détonateur de la conférence. Encore une fois, c'est là où tu as réalisé que tu étais capable. Parce que c'est une chose d'avoir envie, c'en est bien évidemment une autre d'être capable. Du coup, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu as une philosophie personnelle que tu as construite au gré de tes expériences, de ton entourage, de tes lectures, ou non, c'est pas une, voilà, tu passes pas plus de temps que ça, ou en tout cas, ça, voilà, Si, moi je suis très versée dans la psychologie et j'aime bien comprendre. Donc, j'ai fait beaucoup d'analyses déjà, donc c'est pas mal d'introspection. Et puis, bien sûr, je passe ma vie à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, d'où vient quoi, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et une philosophie, en tout cas, quelque chose dont j'ai conscience, et en tout cas que j'essaie d'appliquer, c'est que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je voulais pas vivre pour faire plaisir aux autres, en fait. Et que encore une fois, c'est cette conscience de la mort j'ai souvent cette pensée-là du jour de ma mort, où je me dis, jour de ma mort, qu'est-ce que je vais me dire? Je serai seule face à moi-même. Il n'y aura plus la société, les amis, les gens qu'on veut impressionner, mon père, ma mère, toute la famille, toute la Corée. Il n'y aura pas ça, il y aura juste moi et moi-même. Et je me dirais, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et l'idée de me dire, en fait, il y avait plein de choses dont tu rêvais et tu ne les as pas faites parce que juste tu voulais faire plaisir aux autres, parce que tu avais peur. Parce que tu avais peur de rater, parce que tu avais peur d'être ridicule, parce que tu avais peur qu'on se moque de toi, parce que tu avais peur que cette idée-là m'était insupportable. Et encore aujourd'hui, quand il y a des choses qui me font peur ou des choses qui me font que je n'ose pas faire, je pense à ça. Je pense au jour de ma mort. Et c'est bizarre, hein, c'est paradoxal, mais en fait, ça me donne énormément de force. Et ça me fait prendre des bonnes décisions, en fait. Alors, c'est pas du tout bizarre et paradoxal, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Et notamment, j'en parle dans le livre où j'ai consacré un chapitre à la mort. Et je remets effectivement au goût du jour une approche antique de la mort qui était beaucoup moins négative que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je cite souvent cette phrase de Plutarque qui dit je t'aime aux vies grâce à la mort. Et toute l'utilité de la mort dans la manière de bien conduire sa vie. Je parle même pas de profiter parce que c'est une notion qui est un peu galvaudée, qui veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Mais la manière dont on conduit sa vie, le fait de la maîtriser, le fait de la diriger, peu importe le sens qu'elle prend, c'est vrai que la mort est extrêmement utile pour ça. Et en faisant un tabou,
on se prive finalement d'un moteur. Un moteur. Et, d'une inspiration. Et je partage tout à fait ton approche. Et c'est vrai que j'y pense souvent. Que c'est une bonne manière de se bouger, de se motiver. Et alors, c'est aussi intéressant ce que tu disais parce que on en a parlé aussi avec Camille de Peretti, cette idée de faire plaisir aux autres, ou plus exactement de faire ce qu'on attend de toi. Et je me rends compte, au gré de mes échanges, de mes conversations, etc., c'est un poids considérable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Enfin, en tout cas, c'est un point commun que je retrouve dans pas mal de parcours qu'on m'a raconté. Et effectivement, ce lancement, cette première direction, cette première dynamique dans la vie où tu te rends compte que finalement, elle est imprimée par l'extérieur. Alors, ça peut être les parents, ça peut être la société, le besoin de reconnaissance, etc. Et c'est fou le nombre de vies qui sont lancées comme ça. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien vous êtes à avoir repris la main. Et malheureusement, je suis pas sûr que vous soyez majoritaire. Est-ce que tu serais prête à dire, en plus tu es jeune maman, on l'a pas dit, Oui. puisque tu as un petit bout qui est né il y a 2 mois. mois. Et, moi, pardon, je reboucle, mais j'ai beaucoup parlé de la mort avec ma fille aînée, qui aujourd'hui a 14 ans. Et du coup, je lui livrais ma vision et je lui disais en toute sincérité et en toute transparence, moi, demain, tu m'annonces que je vais mourir dans quelques jours, dans une semaine. Après, c'est présomptueux d'anticiper la manière dont tu réagirais à cette annonce, mais voilà, en tout cas, j'y réfléchis et c'est comme ça que je le ressens. Je pense pas que je serais effrayé. Et en tout cas, je n'aurais pas beaucoup de regrets. Et j'ai un peu le sentiment que même si je n'ai que 41 ans, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du bonus. Et je suis très heureux finalement d'en être arrivé à ce stade où je me dis, voilà, tout ce que je prends, c'est en plus. Et si ça doit s'arrêter là, dans 1 mois, 6 mois ou 1 an, pas de regret. Est-ce que tu dirais la même chose, toi, ou est-ce que, alors, c'est peut-être plus compliqué parce qu'en plus, voilà, ton petit bout vient d'arriver, il a 2 mois, donc forcément, t'as envie de le voir grandir, envie de profiter, mais je pense que tu comprends la nuance dans ce que j'explique, c'est-à-dire, Oui. est-ce que tu estimes que par tes choix, par tes prises de risques, par ton saut dans le vide, par ce que tu as été amené à confronter, etc., tu es arrivé à un stade où finalement, aujourd'hui, tu vis du bonus? Alors, ouais. Alors, non, je vis pas le truc comme ça. C'est-à-dire, je me dis pas c'est du bonus. Mais ce qui est certain, cette réflexion, je l'ai déjà eue, c'est que si je meurs demain, je me dirais au moins tout ce que j'ai pu prendre, tous les bonus que j'ai pu prendre, je ne regrette rien. J'ai fait tout ce que je pouvais faire jusque-là. Donc, chaque jour a été un jour plein. Je pense qu'il n'y a rien de plus terrible que de mourir en se disant bah là, c'est trop tard, je ne vais pas pouvoir réaliser ce fameux rêve que je remettais à plus tard. Ça, je pense que c'est une de mes grandes frayeurs. Après, moi, si on pouvait vivre 1000 ans, je serais très heureuse de vivre 1000 ans et d'avoir 1000 vies. Donc, je serais quand même triste de mourir. Ah, attention, c'est pas la même chose. Avoir 1000 vies ou vivre 1000 ans, c'est pas pareil. Tu préfères moi, quoi, il me toi? faudrait 1000 ans pour vivre 1000 vies. Enfin, tu vois, il y a un moment où, quand on vit que 100 ans, malheureusement, on ne peut pas avoir 1000 vies. Hein. Oui, parce que souvent, on parle d'immortalité. Et le truc, c'est que l'immortalité, c'est l'immortalité de ta vie telle que tu la vis. Avoir plusieurs vies, c'est autre chose. Moi, tu m'annonces demain que je vais vivre 1000 ans, je te dis non merci. Jamais, mais j'en veux pas. En revanche, tu me dis je vais vivre 1000 vies, ça oui. Alors du coup, ça me fait une super transition pour le rituel du podcast. C'est devenu presque un rituel maintenant, c'est le rituel du tableau. Dans mon livre, j'ai reproduit un tableau. C'est un tableau de 52 colonnes et de 80 lignes. Chaque case représente une semaine dans une vie de 80 ans. Et j'ai mis ce tableau dans le livre, dans le chapitre sur le temps. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je trouve ça génial. Je pense que c'est tout à fait utile de le regarder régulièrement et d'avoir pour objectif de pouvoir colorier chaque case et d'en faire quelque chose de beau du début jusqu'à la fin. Est-ce que si tu avais une phrase à dire à ces gens qui osent pas, ont peur, pour les booster, pour faire qu'ils vont sauter eux dans le vide comme toi tu l'as fait, tu leur dirais quoi? Je pense à un truc que vraiment je ne soupçonnais pas du tout. C'est que, alors,
Quand on a peur, évidemment, on se ment à soi-même. En général, on se dit pas, on a peur, hein, tu vois, on se dit non, j'ai des bonnes raisons, etc. Mais en fait, non, à un moment, il faut ouvrir les yeux et reconnaître quand on ne fait pas quelque chose parce qu'on a peur. Et ce qui est assez rassurant, c'est que quand on se lance, en fait, il y avait une citation de Goethe comme ça que je ne comprenais pas, qui disait l'audace a de la magie, un truc genre. Et je me disais, mais c'est bizarre cette phrase. Et en fait, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, quand je suis passée au spectacle, eh ben, il m'est arrivé des choses que je n'avais pas soupçonnées. Parce que quand on imagine, on a peur de quelque chose, on imagine le pire, on imagine tout ce qui est horrible qui peut nous arriver. Alors déjà, ça n'arrive jamais. Tout ce qu'on imagine de pire n'arrive jamais parce qu'en fait, notre cerveau, notre imagination va toujours beaucoup plus loin que le réel. Donc déjà, ça n'arrive pas, en fait. Et de deux, par contre, il se passe des choses qu'on n'avait pas imaginées, des choses formidables. Et moi, je pense à 1000 choses qui me sont arrivées, des propositions qu'on m'a faites. Les gens qui sont venus me voir en me disant, est-ce que tu veux écrire un livre? Est-ce que tu veux écrire un film? Est-ce que tu veux jouer au cinéma? Est-ce que tu veux chanter? Tout ça, je n'y pensais même pas quand j'ai fait mon spectacle d'humour. Et quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire une pub pour Armani, enfin, là, tu imagines bien que ce jour-là, je me suis dit, mais c'est un miracle. Et en fait, c'est ça. C'est que il paraît que quand on se lance et qu'on s'aide soi-même, en fait, le monde entier contribue à nous aider. Et ça, c'est vrai. Mm. Ça paraît un peu étrange de le dire comme ça paraît même très enfantin, mais c'est la réalité. Bah, c'est top, merci. Est-ce que tu peux nous parler pour conclure de ton actu? Eh bien, C'est quoi moi, ton mon actu, actu? c'est que moi, Hormis j'ai le sorti... petit bout. Ah ouais, avant le petit bout. Moi, j'ai sorti mon premier single, Fleur volcanique, qui est donc une chanson sur l'amitié, sur la sororité. J'avais déjà des chansons dans mes spectacles, mais qui étaient avant des chansons un peu second degré, des chansons humoristiques pour rigoler. Et j'ai décidé d'assumer aussi que j'adorais chanter et donc de m'appliquer pour ce faire et de chanter maintenant des chansons premier degré, des chansons sentimentales. Et donc, après avoir sorti ce single, là, je suis en train de préparer mon album. Et voilà, et ça me rend très heureuse. Et du coup, tu as pris des engagements, tu as une date pour la sortie de ton album? Non, date encore, un rapport Ah, à tout ce qui se passe. Tu vois, les concerts, les festivals, c'est compliqué en ce ouais. moment. Mais en tout cas, l'album est en cours. Voilà, donc ça va arriver bientôt, j'espère. Eh ben, on est impatients. Merci beaucoup, Kiyun. Merci Et Nicolas. à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.